j'attendais en fait d'avoir le signe. Je croyais que vous étiez dessus avant que ce soit le temps. Alors, je me présente, je suis Annie Desnoyers. Je suis une heureuse employée du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, ici à l'Université de Montréal. Et je suis également une non moins heureuse membre du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Alors aujourd'hui, chers ambassadeurs et ambassadrices, vous allez commencer à entrer dans des sujets plus particuliers en lien avec vos actions citoyennes et la vie démocratique. Au ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté du Québec, il y a 3 valeurs communes qui sont présentées aux nouveaux arrivants. Pour leur expliquer un peu les principes de base de leur, pour mieux s'intégrer à leur nouvelle société d'accueil. Alors, les 3 valeurs communes qui leur sont présentées sont la première, donc le français comme langue commune. Ensuite, une autre valeur qui leur est présentée, c'est la séparation entre l'État et la religion. Et une 3e valeur, qui sera le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, je voulais attirer votre attention avant que vous ayez la chance d'entendre nos invités sur le fait que cette table ronde est composée de 2 femmes et 2 hommes. Donc, ceci reflète bien, à mon avis, le fait que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas une lutte des femmes contre les hommes. C'est un objectif à atteindre en travaillant ensemble. Donc, un objectif que les hommes et les femmes pourront atteindre ou essaient d'atteindre en ce moment ou pourront atteindre dans le futur en travaillant ensemble, main dans la main. Alors, ceci reflète bien cet idéal. Et pour ceux qui viennent de l'extérieur du Canada, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le soir de son élection ou quelques jours après, je ne me souviens pas exactement, mais s'est déclaré féministe. Et un de nos invités ici, Corias, qui est bien sûr connu pour sa musique, mais aussi il est connu parce qu'il s'est déclaré aussi lui-même féministe. Alors voilà, vous aurez le plaisir de les entendre. Je l'ai fait aussi. Ah oui? Ouais. Je ne savais pas. Désolée. Alors, on aura le plaisir d'en savoir beaucoup plus sur vous durant l'avant-midi. Alors, au nom du Centre de la francophonie des Amériques, je voudrais remercier chaleureusement Madame Caroline Cody d'avoir accepté l'invitation du Centre d'animer cette table ronde. Alors, Mme Cody est vice-présidente à la direction et directrice générale pour l'Est du Canada chez CIRA Services médicaux, mais elle est surtout fondatrice de l'organisme La Gouvernance au féminin. Elle a apporté quelques dépliants ici qui sont sur le coin de la table pour les personnes qui seront intéressées à en connaître plus sur cet organisme. Et elle vous parlera certainement plus en profondeur de cet organisme, mais surtout, elle va vous présenter elle-même ses invités et les questions qu'elle a préparées pour animer cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, merci. Écoutez, vous êtes un groupe très agréable. Je vois un enthousiasme débordant. On dirait que vous êtes ensemble depuis des années. On dirait une cohorte en fin d'année qui va graduer. Puis bravo. Alors c'est merveilleux, cette chose qui vous unit tous, qui est la francophonie. Moi, j'en suis une bonne représentante. Je suis née à Beyrouth, j'ai grandi au Liban et puis j'ai passé une grande partie de ma vie en France avant d'arriver au Québec. Alors la francophonie, je l'incarne. Comme beaucoup d'entre vous. Mais évidemment, le sujet pour lequel nous sommes tous ici aujourd'hui, réunis, hommes et femmes, c'est vraiment l'atteinte de l'égalité. C'est qu'un jour, on puisse ne plus avoir ces discussions à se dire comment on va faire
pour aider les femmes à avancer leur carrière, comment on va faire pour qu'elles aient une égalité des chances, etc. Donc, je suis extrêmement fière de vous présenter le panel qui s'est joint à moi aujourd'hui pour discuter de ces sujets très importants et vraiment ravie que nous ayons la parité. Mais avant de démarrer, je veux juste vous donner un petit peu une idée de comment les choses vont se dérouler ce matin. Alors, on a à peu près 1 heure de discussion ici, tous les 4. Et ensuite, pendant une demi-heure, nous allons vous demander d'intervenir. Alors, ça va être une période de questions-réponses. Alors, soyez attentifs à tous les commentaires pour que vous puissiez poser des questions et participer à la conversation par la suite. Et pour mettre la table, je vais juste vous donner un petit peu quelques données de l'ONU. Donc, selon l'ONU, l'inclusion des femmes est une priorité car la participation démocratique est la clé permettant aux intérêts des femmes d'être représentées, de trouver une légitimité sociale et une réponse politique durable. Pourtant, les femmes restent dans la très grande majorité à l'écart du processus de décision. La moyenne mondiale en 2008 de femmes occupant des fonctions publiques était de 16,7% dans les assemblées nationales. Les femmes continuent de se heurter à des discriminations dans l'accès au travail, les biens économiques et la participation aux prises de décision privées et publiques. Toujours selon l'ONU, seulement la moitié des femmes en âge de travailler occupent un emploi contre le 3/4 des hommes. Celles-ci gagnent en moyenne un salaire de 24% moins élevé que les hommes. L'ONU note également un taux de chômage important chez les femmes parmi les personnes qui ont reçu une éducation supérieure. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 3 panélistes et on va leur demander chacun de prendre 2-3 minutes pour se présenter, pour donner un peu le contexte de leur implication également. Alors, je vais commencer par Claude Jolicoeur, qui est ici à ma gauche, qui est commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'Office national du film du Canada. Diplômé en droit de l'Université de Montréal, Claude Jolicoeur est spécialiste du droit du divertissement dans le secteur privé. Il a occupé successivement les postes de directeur des affaires commerciales et de vice-président aux affaires juridiques et commerciales au sein du groupe audiovisuel Astral, vice-président aux affaires juridiques et internationales du groupe Quotient, Motion International, et de vice-président aux affaires juridiques et commerciales et de secrétaire de TVA International, ainsi que vice-président aux affaires commerciales de Zone 3. Et là, le plus important, à l'ONF, depuis plus de 12 ans, Claude Jolicoeur a occupé le poste de commissaire adjoint de 2007 à 2014, dirigeant les relations gouvernementales, la planification stratégique, ainsi que les relations d'affaires et les services juridiques. Jusqu'à... Bravo. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de commissaire par intérim, ce qu'il avait déjà fait en 2007. Claude Jolicoeur est reconnu pour son engagement dans la culture canadienne et pour ses nombreuses initiatives, notamment avec de grands musées nationaux, de même qu'avec les communautés inuites et la francophonie canadienne. Alors Claude, on va te demander de bien vouloir donner en 2 ou 3 minutes ta vision de ce que nous essayons tous ensemble ici d'atteindre. On parle bien de la parité. Oui. Alors, c'est un long parcours, mais je suis président de l'ONF depuis 1 an et demi. Et quand j'ai été nommé, tout de suite pour moi, c'était dans mes priorités d'ancrer le principe de la parité dans nos actions. L'ONF, c'est un producteur public qui a été fondé en 1939. C'est le gouvernement canadien qui l'a fondé, donc c'est un organisme gouvernemental. Et on produit des films et on les distribue. Mais depuis la création de l'ONF, il y a à peu près 13 000 films qui ont été faits. Puis bon an, mal an, on fait une centaine d'œuvres, autant en anglais qu'en français à travers le pays, qui représentent la mosaïque culturelle canadienne. Et pour moi, c'était essentiel d'ancrer le principe de la parité parce que, d'une part, c'est normal. On est financé par des Canadiens, puis la dernière fois que j'ai vérifié, c'était à peu près 50-50 femmes-hommes. Il y a aussi une histoire à l'ONF depuis sa fondation en 1939 où les femmes ont toujours occupé une place importante. Alors, en mars dernier, j'ai pris un engagement assez drastique parce que j'ai été le premier dans le domaine de l'audiovisuel à le faire. J'ai pris l'engagement qu'au cours des 3 prochaines années, 50% de nos œuvres seraient réalisées par des femmes et 50% de nos budgets seraient alloués à des films réalisés par des femmes. Là, on peut applaudir, je crois. Hein?
J'ai voulu faire cet engagement-là pour deux raisons. Un, parce que, encore une fois, je trouve ça tout à fait normal et qu'on était déjà beaucoup dans cet esprit-là, mais aussi pour avoir un effet d'entraînement, parce que dans le domaine des médias, la place des femmes dans la réalisation est vraiment très, très marginalisée. Et c'est important d'avoir un point de vue de femmes dans les sujets qui sont traités. Alors, ça a été mon engagement. Il faut savoir qu'à l'ONF, majoritairement, notre gestion est occupée par des postes de femmes. Notre conseil d'administration est majoritairement occupé par des femmes. Et les deux personnes qui dirigent notre production documentaire et d'animation sont des femmes. Et beaucoup de nos producteurs sont des femmes, majoritairement des femmes. Alors, donc, on est déjà dans un écosystème qui se prêtait à ça. Mais en prenant l'engagement au niveau de notre production, j'ai vraiment voulu créer une gouvernance globale, autant au niveau de la gestion que de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Bravo. Alors, bravo, oui, vraiment. Alors, je vais vous présenter notre prochaine panéliste, qui est Soraya Choutel, fondatrice de la société Sonata Brasil. J'ai bien prononcé? Oui, très bien. Alors, docteur en gestion, Soraya Choutel a réalisé un stage doctoral à HEC Montréal. Elle cumule des expériences universitaires et professionnelles dans plus de 25 pays, tels que l'Italie, la Chine, la Russie, la Belgique, le Canada, etc. Soraya Choutel a aussi participé à des événements au siège de l'ONU et de l'UNESCO, ce qui lui a valu un prix au siège de l'ONU à Genève pour ses recherches sur l'éducation et le développement durable. Aujourd'hui, elle enseigne à l'école de gestion de l'université Unicinos et en plus d'être professeure à l'Escola de Voce, votre école. Il s'agit d'un projet de recherche international soutenu par la Banque interaméricaine de développement et visant à favoriser l'estime de soi et l'entrepreneuriat des femmes au Brésil. Fondatrice de la société Sonata Brasil, Soraya Choutel est aussi consultante pour des entreprises de technologie et d'innovation. Elle réalise différentes recherches dans le domaine de l'apprentissage formateur et du développement durable, en plus de coordonner des projets éducatifs et sociaux pour les enfants vivant dans des situations de vulnérabilité. Soraya, on t'écoute. Merci. Bon dia, amigos. Bonjour, les amis. Quelle joie d'être ici avec vous. Il y a plusieurs pays ici ensemble, parmi cette merveilleuse langue, le français, pour construire une nouvelle Amérique. Et c'est nous, les gars, c'est notre génération qui va faire la révolution. Ah ouais. Et c'est beau parce qu'il y a 2 ans, j'étais ici comme élève à l'Université de Montréal, au cours des droits et des gestions en même temps. J'ai fait les cours les plus beaux de ma vie. C'était le droit international des droits des femmes, où nous avons étudié le rôle de la femme et ses droits dès la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai une chose à vous dire. Il y a moins de 100 ans que la situation a vraiment commencé à changer. Alors, nous sommes la première génération qu'on commence à voir vraiment du droit et la possibilité de choisir notre vie. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a au monde aujourd'hui, plus de 5 millions de filles qui ne peuvent pas encore étudier à cause de radicalisme religieux et questions culturelles. Je vous conseille très fortement de voir le film Girl Rising. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, qui porte la réalité des filles en Amérique, en Afrique, en Asie. Et il y a beaucoup de filles qui ne peuvent pas être ici avec nous. Alors ça, c'est une responsabilité pour nous, les femmes, qui nous avons déjà le droit d'être ici pour changer nos pays. Pourquoi je suis engagée avec cette cause? Mon domaine, c'est le développement durable. Et en plus que je suis rentrée profondément dans cet argument, c'est nécessaire que la femme, elle prenne le pouvoir. Mais premièrement, le pouvoir de sa vie.
qu'elle puisse choisir son chemin. Je ne sais pas vous, mais ma grand-mère, elle n'avait pas le choix que j'ai aujourd'hui. Elle devait aller à l'école, sans chaussures, elle n'avait pas. Elle était la seule fille de sa famille qui a pu étudier. Et ça, c'est un cycle virtueux, parce qu'elle a étudié, après ma mère a étudié, moi je suis ici aujourd'hui. Alors, vous femmes, vous êtes un grand exemple pour toutes les filles qui vous rencontrent, des élèves, des autres petites filles. Les problèmes, ils sont énormes. Moi, quand je vais dans des régions avec beaucoup de vulnérabilité, vous savez quel est le plus grand problème des filles? L'abus sexuel dans leur maison. Et ça porte des grandes marques pour toute la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ça? C'est un sujet qu'il faut parler. Alors, ma cause, elle n'est pas juste une cause pour les femmes, elle est une cause humaine. Le féminisme pour l'humanisme. Voilà. OK? C'est ça, les gars. Si la vie a fait l'intelligence des hommes et des femmes, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est juste la forme d'intelligence et de rationalité masculine qui a dominé, qui était sous le pouvoir. Mais elle est juste aussi, mais elle n'est pas complète. Il faut qu'on mette l'autre intelligence. C'est ça que la planète a besoin maintenant, parce que la planète, elle est déjà durable. La nature, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous sommes nature. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Edgar Morin? Vous connaissez Edgar Morin? Français, anthropologue français. Je l'adore. Il a 94 ans. 94 ans. Il voyage tout le monde. Il fait des conférences. Et il dit que la crise, elle existe parce que l'humanité n'est plus humanité. L'humanité a perdu son contact avec la nature et l'humanité, elle n'est pas complète. Alors, ma cause, c'est humaine. C'est clair ça, les gars? OK? C'est pour ça qu'on doit prendre les pouvoirs aussi, ensemble à eux. Et je vous adore. Merci. Moi aussi. Merci. Après, je peux dire en plus qu'est-ce qu'on fait au Brésil pour les femmes. OK? Merci beaucoup, Soraya. Merci. Merci. Merci beaucoup, Soraya, pour toute cette passion. Alors, notre dernière invitée, Corias. Emmanuel, j'ai appris ce matin. Oui. Emmanuel Corias. Voilà. Emmanuel Dubois. Emmanuel Dubois, Dixit Corias. Alors, je peux t'appeler Corias? Oui, oui. Alors, ou je peux t'appeler Emmanuel, qu'est-ce que tu préfères? Corias, c'est parfait. C'est mon nom d'artiste. Alors voilà, on est sur scène, donc Corias. Corias a commencé sa carrière dans le monde de la musique rap avant même d'atteindre l'âge adulte. En 2008, il a été sélectionné par Disque 7e Ciel et s'est consacré dès lors à la production de son premier véritable album, Les Racines dans le béton. Il a reçu plusieurs prix et nominations pour ce disque. Intitulé Petite Victoire, son deuxième album, paru en 2011, a été finaliste pour le prix Félix Leclerc et a valu à Corias un prix de 25 000 $ remis par les Francopholies de Montréal à 2 artistes prometteurs de l'édition 2013. Armé d'un aplomb tonique... Il me reste plus $1 de tout ça, désolé. Très bien investi, j'en suis convaincue. Armé d'un aplomb tonique, son troisième album, Rude et Soul, démontre avec justesse l'étendue de son talent et on perçoit maintenant Corias comme un chef de file de la nouvelle génération du rap québécois. En plus de l'écriture de son prochain album, Corias fait aussi beaucoup parler de lui parce qu'il publie de nombreux billets d'opinion, notamment en 2015, celui qui était intitulé Natural Born Feminist, partagé par plusieurs milliers, dizaines de milliers, je pense, d'utilisateurs de médias sociaux. 50 000, je crois. 50 000. À peu près. Alors bientôt, on va pouvoir dire des centaines de milliers d'utilisateurs de médias sociaux. Alors Corias, qu'est-ce qui t'a motivé? Merci beaucoup.
Je tenais juste à préciser, je crois que la bio était pas à jour parce que mon quatrième album est sorti au mois de février dernier. Mais sinon, tout était très juste. Merci beaucoup. Donc voilà, mon nom est Emmanuel Dubois, alias Coréas. Je suis un rappeur de 32 ans qui a fait son coming out féministe l'année passée, en 2015, de par un billet qui s'appelle Natural Born Feminist, la raison pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Dans ce billet-là, en fait, je racontais l'agression sexuelle qu'a subie une de mes amies, de façon explicite, en expliquant pourquoi ça m'a frappé, parce que c'était un consentement qui n'était pas clair, que même quand moi je l'ai entendu, je n'étais pas sûr si c'était un viol ou pas, parce que la notion de consentement n'était pas claire dans ma tête. Et ce qui a vraiment capté l'attention et ce qui a touché les gens, je crois, c'est la chute du texte où j'avouais et je révélais en fait que mon ami qui a été agressé sexuellement, c'est ma conjointe avec qui j'ai 2 filles aujourd'hui. Et là, merci. Et c'était une décision commune entre moi et ma conjointe de raconter cette histoire-là. J'ai écrit le billet, je lui ai envoyé par courriel. Elle l'a lu, je lui ai demandé est-ce qu'on publie. Et elle m'a dit oui parce qu'elle savait que ce qu'elle me dit, en fait, elle me dit c'est plus grand que moi finalement, parce que je sais que ça va aider des filles à ne plus se culpabiliser quand il y a une agression sexuelle qui a lieu. Ça va conscientiser possiblement les garçons sur la notion de consentement. Et suite à la publication du texte, le Conseil du statut de la femme au Québec m'a contacté pour aller faire une tournée des cégeps pour aller parler de culture du viol, de consentement, de féminisme, de toutes ces notions-là, de mon point de vue masculin. C'est ce qui est important pour elle, au Conseil du statut de la femme, c'est d'avoir un point de vue masculin, d'avoir un garçon qui parlait de sa conscientisation aux garçons également, parce qu'on a vu à quel point c'est important que les garçons soient conscientisés, parce que la triste réalité, c'est que la majorité des agressions sexuelles sont commises par des garçons. Et qu'il faut aller parler aux jeunes au secondaire et au cégep pendant qu'ils sont en plein épanouissement sexuel. Et c'est ce que je fais. Et ça, en plus, moi, la conscientisation, je l'ai depuis à peu près 2 ans sur le sujet. Je suis encore en apprentissage constant. Je fais ça de façon très humble, c'est-à-dire que je continue à me documenter, à lire là-dessus, à faire des erreurs parfois aussi. Mais de la conscientisation naît l'action, je crois. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ben, bravo. Merci. C'est un travail essentiel. Je pense que de commencer déjà dans les cégeps. Alors, je pense que toi et moi, Coréas, on est à 2 extrêmes du spectrum, parce que moi, je vais me présenter brièvement, parce qu'on ne vous a pas beaucoup donné de détails sur qui j'étais, autre que vice-présidente exécutive d'une entreprise. Bon, ça, c'est ce que je fais dans la vie. C'est mon métier, mais je suis d'abord et avant tout, comme elle disait, fondatrice de la gouvernance au féminin. Pourquoi d'abord et avant tout? Parce que c'est ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est vraiment ce à quoi je pense quand je me couche et dès que je me réveille. Et en fait, moi, ma mission, c'est vraiment d'amener les femmes qui sont sous le plafond de verre à le percer et à réussir à atteindre des postes exécutifs, et à siéger sur des conseils d'administration, etc. Donc, en fait, c'est le parallèle avec ma propre carrière, quand il y a, en 2010, en fait, où je commençais à atteindre des postes à la vice-présidence et vice-présidence exécutive, où je me suis dit, qu'est-ce qui vient après? Et où je me suis rendu compte que, finalement, il n'y a que 15,9% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse au Canada. Alors, pour arriver là, c'est pas évident. Donc, je me suis dit, mais pourquoi la situation est telle? Mais surtout, comment ça se fait que les gens ne s'en rendent pas compte? Les gens pensent qu'ils sont au Canada et que c'est une société juste et que ces problèmes-là n'existent pas, qu'on doit plutôt se pencher sur ce qui se passe dans des pays en voie de développement, etc., alors qu'on a notre propre réalité à comprendre et à maîtriser. Et donc, en fait, moi, je me retrouve vraiment plus à m'occuper des femmes qui semblent avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont dans des postes influents, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont soi-disant puissantes, mais elles sont limitées et on ne s'en rend pas toujours compte. On peut appeler ça un plafond de verre, on peut appeler ça un plancher collant, comme vous voulez. Mais si on remonte vraiment à l'essence de pourquoi ces hommes qui se sentent plus à l'aise d'appeler d'autres hommes à venir siéger sur des conseils, des hommes qui leur ressemblent, et non pas des femmes ou des femmes encore plus
plutôt issus de l'immigration, etc., bah, on doit remonter assez loin. Donc, si on peut commencer déjà auprès des jeunes à les sensibiliser à l'importance, donc que ce soit la violence, que ce soit en fait le respect dans son ensemble. Oui, totalement. Hein, c'est ce mot-là de respect. Alors, je dis vraiment bravo pour ce que tu fais, parce que moi, j'ai une fille, un garçon, mais ils sont adultes maintenant, mes enfants, mais j'ai autant mis de l'emphase à expliquer à ma fille comment elle doit se comporter pour que rien ne lui arrive, mais comment lui doit se comporter pour que rien n'arrive aux filles. Donc, vraiment, bravo. Merci. Merci. Alors, une question que je vous lance à tous les trois, en fait, je sais que vous allez avoir des réponses très différentes parce que vos réalités sont tellement différentes. Mais j'aimerais savoir, dans votre quête à l'atteinte de la parité, quels sont les obstacles que vous rencontrez? On va commencer par Claude. Les difficultés. Les difficultés. Pourquoi est-ce que les projets vont être moins bons? Parce que pourquoi, si on commence est-ce qu'on fait des quotas? Est-ce qu'on... donc, toutes sortes de questions techniques qui sont amenées pour finalement être un obstacle à l'atteinte de l'objectif. Et aussi, tout est tellement ancré que les objections, ils viennent autant des hommes que des femmes. Oui. Alors, dans ma démarche, moi, suite à mon engagement, j'ai eu beaucoup d'entrevues. J'ai une couverture de presse presque internationale jusqu'en Nouvelle-Zélande, le LA Times, j'en ai eu de partout. Et la question me revenait souvent par des journalistes, souvent, des fois des journalistes femmes, est-ce que ça ne va pas être un compromis à la qualité? Et ma réponse tout le temps, c'est non, parce qu'il y a du talent et c'est à nous d'aller trouver le talent qui ne vient pas à nous. Alors, c'est le talent en création, c'est aussi de donner l'occasion parce que c'est comme ça dans la vie en général, quand on a une occasion de faire quelque chose, après ça, une autre occasion de se dépasser va arriver. Alors, dans la chaîne de création, on peut trouver des bons créateurs et c'est vraiment pas un obstacle. Mais les gens se disent, on va faire des compromis au niveau de la qualité. Et pour moi, c'est un faux débat. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je vis la même chose dans un tout autre monde. C'est-à-dire que quand j'essaye de convaincre les CA de mettre en place des politiques pour embaucher plus de femmes ou encore plus au niveau d'avoir des quotas, tu as mentionné le terme quota, moi je fais beaucoup de lobbying pour avoir des quotas et je suis entièrement d'accord, c'est autant les femmes que les hommes qui disent non pour des raisons qui sont absurdes et quand on décortique, on se rend compte que de penser que le fait d'avoir plus de femmes, on va se demander est-ce qu'elles sont compétentes, elles ne sont pas compétentes, mais est-ce qu'on s'est posé la question quand il s'agissait de recruter des hommes, est-ce qu'ils sont compétents ou pas? Donc ce biais, je le trouve vraiment difficile à prendre et encore plus difficile quand il vient de femmes. Et je pense que ça nous appartient à tous et à toutes de faire attention, de ne pas céder à ces anciennes idées qui étaient préconçues, qui n'avaient aucun sens, de penser que si on essaye de forcer la donne, parce qu'il faut des fois forcer la donne, on n'obtient pas de résultat quand on laisse les choses venir naturellement. Et je vais vous donner un exemple qui est assez frappant, c'est qu'au Canada, je vous l'ai dit, 15,9% de femmes dans les conseils. En France, les gens pensent que c'est une société machiste, ils sont tellement en retard par rapport à nous. Alors, je veux dire qu'en 2010, le Canada et la France étaient à égalité. 12% de femmes dans les conseils d'administration en 2010. Aujourd'hui, nous sommes à 15,9%. La France a établi des quotas. Est-ce que vous savez, ils sont rendus à combien en France? Dites-moi un chiffre. Là ça relève vraiment de... Ce serait merveilleux, mais ça relève un petit peu de la... Ils sont à 34%. C'est bien. Bravo la France. À 34% dans une société qui est quand même beaucoup plus machiste que la nôtre. Parce qu'au Québec, les hommes sont extrêmement ouverts à l'autre, etc. Mais dès qu'on parle de rôle exécutif de conseil d'administration... Mais il faut créer l'environnement. Moi, j'ai quand même la chance d'être dans une organisation où, naturellement, les femmes dominent dans des postes importants, des postes d'influence. Alors ça, c'est sûr que ça aide. Puis
Puis je vous disais, à l'ONF, il y a eu un historique de... On a été les premiers à créer un studio de production uniquement dirigé par des femmes pour des œuvres créées par des femmes dans les années 70. Et quand l'ONF a été fondé en 1939, la guerre venait d'arriver et il y a eu une occasion extraordinaire pour des femmes de prendre des postes de direction de création parce que des hommes étaient à la guerre. Mais après ça, rapidement, les choses sont redevenues dans la normalité. Alors pour moi, d'ancrer ça dans une gouvernance où on a des comptes à rendre, où les gens continuellement doivent penser, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Donc, ça influence la façon dont ils font les choses. C'est pas seulement de... Allô? C'est pas seulement de l'à peu près, c'est vraiment de s'organiser pour que les choses changent. Alors, excellent. Et Soraya, de ton côté, quels obstacles est-ce que tu rencontres avec ta mission? Alors, je dirais la compréhension de qu'est-ce que c'est la femme. Qui est brésilien, ou plutôt de l'Amérique latine, peut-être me comprend bien. S'il y a une femme avec une petite jupe qui marche sur la rue, qu'est-ce que ça arrive? Viens chez moi! Tenez. OK? Hein? À Cuba, non? On peut le faire. Voilà. Mais normalement, si on met ça, on risque d'être pas seulement à interpeller dans la rue, mais appeler des choses. OK. Alors, comprendre qu'est-ce que c'est la femme. Sortir de la compréhension de la femme-objet. Si pour les hommes que pour les femmes. Je ne sais pas si vous savez, mais le Brésil, c'est le numéro 1 au monde pour les chirurgies plastiques. Et les petites filles de 15 ans qui se mettent les implants mammaires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a un stéréotype des femmes. Alors, le premier défi, c'est la compréhension de qu'est-ce qu'une femme, de sa beauté, de sa force. Et la femme, ce n'est pas un stéréotype. La nature est riche dans sa diversité. Alors, la chose que nous avons compris pour construire ces projets que je vais vous expliquer, c'est comprendre les défis plus intérieurs, plus profonds des femmes, de la compréhension de soi-même et de ses valeurs. Parce qu'elles regardaient toujours dehors. Ah, ça, c'est le modèle des femmes. Non. Alors, le premier défi, c'est leur donner du courage. Pour arriver au pouvoir, il faut être premièrement fort dans nous. Trouver notre force. Alors, nous avons créé un projet qui s'appelle École de Toi, Escola de Você, que c'est un projet, une école en ligne, gratuite, pour justement donner ces forces aux femmes, d'estime de soi. Nous avons déjà touché plus de 120 000 femmes. Et notre but, c'est, dans un an, 1 million, et dans le long terme, 5 millions de femmes. OK? Les résultats, les femmes qui commencent à croire en soi-même, qui ont retourné étudier, ont commencé à travailler, ont fermé avec la violence domestique. Oui, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ne savent pas comment sortir. Parce qu'elles n'ont pas l'autonomie économique, parce qu'elles n'ont pas l'autonomie psychologique. Ah, je vais être toute seule. Mais je l'aime. Mais comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait de l'agression? Alors, on commence à leur responsabiliser sur leur vie. Alors, le premier défi, Caroline, c'est... Hein? Pardon? Non? Le premier défi, c'est porter de la conscience sur les femmes, de leurs valeurs, et qu'il n'y a pas un stéréotype de beauté et d'être femme. Qu'est-ce que c'est la femme? Alors ça, c'est le premier défi. L'estime de soi, oui, on va garder les questions pour tout à l'heure. Les dernières 30 minutes sont vraiment réservées à la salle. L'estime de soi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement clé que tu touches, Soraya, pour peu importe ce que les femmes font dans la vie. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des femmes qui sont dans des postes de haute direction, etc., mais on ne se rend pas compte qu'en fait, peut-être une certaine
agressivité ou un comportement cache en fait un manque d'estime de soi. Et c'est la base de tout. Une fois qu'on croit en soi, on peut convaincre les autres de croire en nous. Mais si on arrive, par exemple, je vais parler plus de mon domaine, donc dans une entrevue pour un poste, que ce soit un emploi ou sur un conseil d'administration, puis qu'on n'est pas sûr de soi, comment est-ce qu'on va convaincre l'autre qu'on est la bonne personne? Mais l'autre problème que ça engendre, le manque d'estime de soi, c'est que quand on parlait tout à l'heure de 24% de moins de salaire qu'ont les femmes que les hommes, mais ça vient de là. Dans les entreprises, lorsqu'une femme a une promotion, elle est tellement heureuse, elle n'en revient pas. Elle ne pense pas demander et le salaire qui va avec. Vous pensez que l'homme, lui, qui a la promotion, il ne va pas avoir tout de suite son augmentation. S'il ne l'a pas, il va l'exiger. Mais ça aussi, ça revient à l'estime de soi. Les femmes, il faut qu'elles croient en elles pour que le reste de la population croit en elles. Alors ça, bravo, très important. Tout à fait, Caroline. Il y a juste une remarque. Oui. Il y a aussi comme c'est un inconscient collectif historique. Je vais vous porter une phrase. Il faut que vous me disiez qui a dit cette phrase, ok? La femme est un être inférieur, incomplet, imparfait. Qui a dit ça? Aristote. Aristote, mesdames et messieurs. Oui. J'adore Aristote pour d'autres choses, pas pour ça. Mais c'était l'environnement grec de cette époque-là. Ouais. OK? Mais après, cette pensée est venue dans plusieurs siècles et siècles et siècles. Alors, il y a une question culturelle qu'il faut changer, qui est inconsciente. Alors, plus on porte la force et l'estime de soi sur les femmes, plus elles peuvent arriver dans des lieux de pouvoir. Au Brésil, juste 6% des femmes sont sur des conseils des entreprises. 6%. 6%. Bon. Bah, qui se compare se console alors. Hein, mais... Corias, toi, ce que j'aimerais savoir, quand tu as fait ton coming out de féministe, oui. Deux choses. J'aimerais savoir d'une part comment tes copains ont accueilli ça et d'autre part comment les jeunes, quand tu fais ta tournée des cégeps, et que les jeunes sont là, dans un amphithéâtre, et que tu viens parler, comment ils reçoivent ton message? En fait, mes amis l'ont bien accepté. J'ai des amis qui sont assez ouverts comme moi, qui sont peut-être un peu moins vocaux sur leur féminisme, un peu moins à l'aise à cause d'une certaine question d'orgueil masculine, je pense. Donc, mais en général, je suis quand même accepté dans mon cercle d'amis. Je choisis Donc, en fait, tu as su t'entourer, voilà. Exact, j'ai su bien m'entourer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les cégeps, c'est toujours un peu mitigé. Il y a beaucoup de questions qui reviennent. Tu me parlais d'obstacles. L'obstacle majeur pour moi, ça va de concert avec ce que vous disiez, c'est de briser les idées préconçues, surtout sur la masculinité, sur la virilité. Les standards masculins américains sont un peu irréalistes, sont un peu machistes. C'est basé sur la force beaucoup, la dominance, la force physique, le mépris de ce qui est féminin. Ça commence avec dire des choses à ton enfant comme « cours pas comme une fille, tu lances comme une fille ». Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Les doubles standards également, essayer de briser ça. Une question qui est revenue quelques fois dans les conférences, c'est... si la fille s'habillait différemment, peut-être qu'il y aurait moins d'agressions sexuelles. On est encore porté à culpabiliser les filles pour leur comportement et de systématiquement sexualiser tout ce qu'elles font, de les rendre objets sexuels. C'est quelque chose qui est très dur à briser. Et ça fait partie de ma mission d'essayer de montrer aux garçons que la masculinité, ça ne devrait pas avoir cette base-là du tout. Ça devrait être dans le réalisme, dans la sensibilité, dans l'empathie. L'empathie est une valeur qui est difficile dans la société et c'est une valeur qui n'est pas intrinsèque, je crois, c'est une valeur qui devrait être enseignée, l'empathie, le respect des limites de l'autre. Et c'est au cœur de l'agression sexuelle, de respecter la limite de l'autre personne. Donc, c'est ça qui est difficile à défaire. Il y a quelque chose de culturellement ancré dans notre tête, surtout dans la tête des garçons, mais aussi des filles, qui est vraiment difficile à briser. Donc, c'est un travail qui est assez difficile. Wow. Ouais. Tu mentionnais d'ailleurs, j'ai lu quelque part, peut-être que c'était dans ton billet, que si tu t'étais fié juste à l'éducation que tu avais eue, tu serais un salaud toi aussi, ou tu l'avais dit dans... Ouais.
d'une manière peut-être un peu différente. Donc, Non, je dis exactement ça. Je dis, j'ai l'impression d'avoir été programmé pour être un esti de salaud. C'est ce que je dis. Voilà. Et donc, en fait, pour venir à la racine de ça, programmé pour devenir un esti de salaud. Donc, est-ce que plutôt que de travailler sur les salauds puis les désalopés, il faut qu'on commence. Est-ce qu'on doit travailler sur les parents? Est-ce que les parents doivent arrêter de programmer leurs fils pour être des estis de salauds? Oui, c'est une responsabilité de société, mais c'est ça qui est difficile. On ne peut pas aller dans les foyers et forcer les parents à élever leurs enfants d'une telle façon. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Encore, est-ce mais qu'on ce serait ne peut pas l'idéal. aller dans les foyers sans aller dans les foyers? Mais je veux dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose auquel on pourrait réfléchir? Moi, une solution à court terme que Oui. je vois, c'est d'instaurer une éducation sexuelle adéquate dans les écoles, parce qu'il n'y en a aucune en ce moment. Et pas seulement une éducation sexuelle, merci. Et pas seulement une éducation sexuelle technique sur comment mettre un condom, ne pas attraper de MTS, mais aussi une éducation sexuelle sur les relations humaines. Parce qu'une relation sexuelle, c'est ça. C'est une relation. C'est deux personnes qui ont une relation ensemble. Donc, la notion de consentement, du respect des limites de l'autre, et ça devrait se faire dans la conversation que le père ou la mère a avec son fils également. Pas seulement lui dire « mets un condom », mais aussi lui dire « sois sûr que la fille est consentante ». Il faut que le « oui » soit clair dans la relation sexuelle. Donc, voilà. Bravo. Soraya, comment ça se passe au Brésil pour ce genre? Est-ce que vous avez l'éducation sexuelle pour les jeunes? Est-ce qu'il y a des problèmes similaires ou peut-être même pires au Brésil, j'imagine? Pire. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont mis en place et des choses dont on pourrait s'inspirer, nous, ici au Canada? Alors, il y a des programmes. Je vais vous raconter, en fait, un cas qu'il est venu il y a déjà un mois. Une fille dans les favelas de Rio, je ne sais pas si vous avez entendu ce cas. Quelqu'un l'a droguée et 30 hommes l'ont violentée sexuellement. Et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup de personnes qui disent que c'est la fille là, qui a de la culpabilité sur le cas. Mais pourquoi est-ce qu'elle était là? Critiquer la position des femmes, et ça c'est la question. Une relation sexuelle, c'est une relation d'âme, non seulement d'un corps. Et, alors, sur les écoles, il y a seulement la question technique. Et c'est dommage parce que les fils de 11, 12 ans, ils sont déjà très forts dans les relations sexuelles. Et dans les favelas, les petites filles, elles trouvent que c'est relationné avec un rapport plus près, plus tôt, pour lui donner des libertés. Elles peuvent sortir avant de leur maison. Alors, il faut changer toute la compréhension qui est la racine des relations. Malheureusement, je ne peux pas vous porter un exemple d'éducation sexuelle aux écoles. Alors là, on va revenir un petit peu plus sur un sujet connexe, mais quand même différent. Claude, à l'ONF, donc, tu as mis en place des mesures pour donner plus de place aux femmes. Je pense que tu as un objectif pour 2020 de parité. Est-ce que j'ai bien lu? Oui, même plutôt de 2019. Puis je suis sûr qu'on va 2019. l'atteindre avant. Mais, Bon, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as vu changer avec plus de femmes? Est-ce que les mesures que tu as mises en place ont des résultats concrets et quelles améliorations tu as pu atteindre? Je viens tout juste là, au mois de mars de prendre l'engagement. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'installer. Mais je sais que ce qui est important pour moi, c'est la communication de cet engagement-là et toute la gouvernance qui va être mise en place pour ça. Sur notre site, les gens vont pouvoir suivre notre engagement, où est-ce qu'on en est. Et à terme, mon ambition, c'est que non seulement nos films soient réalisés par des femmes, mais aussi parce que une œuvre de création comme un film, c'est pas seulement une seule personne. Il y a le producteur, il y a le réalisateur et réalisatrice, mais il y a un paquet d'autres créateurs. Alors, mon ambition, c'est aussi d'étendre cet engagement-là dans des postes clés de création.
mais il faut prendre les bouchées une à la fois. Mais Ouais. c'est un chantier pour moi des prochaines années. Au moins, la locomotive est en route. Elle est en route, oui. Et dans la bonne direction. Ouais. Et je te dirais que je te rejoins à un certain niveau dans la mesure où, à la gouvernance au féminin en 2015, est-ce que vous connaissez Xavier Dolan? On lui a remis un prix à la gouvernance au féminin à Xavier Dolan. C'était notre prix coup de cœur à notre gala 2015. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que si vous avez vu les films de Xavier Dolan, il met les femmes de l'avant dans ses films. Ce sont les premiers rôles, alors que Hollywood, 78% des premiers rôles sont octroyés à des hommes. Très machiste, Hollywood. Alors, à la gouvernance au féminin, on aime bien varier un petit peu les reconnaissances, parce que oui, c'est important de remettre des reconnaissances à des femmes qui se sont démarquées, mais des hommes qui aident les femmes. Et c'est pour ça que quand j'ai été contactée par le Centre de la francophonie et qu'on m'a dit il y a 2 hommes, une femme, est-ce que tu ferais ça? J'ai dit, OK, vous pensez comme moi, on est sur la même longueur d'onde, on va faire ça. Puis c'est drôle parce que dans le pavillon Jean Coutu ici, alors je vais en profiter pour lui faire de la pub parce que Jean Coutu a un conseil d'administration paritaire. Wow. C'est un monsieur qui a 86 ans, je pense, et qui va recevoir un prix de la gouvernance au féminin au mois de septembre. Ben, j'ai reçu un prix, moi aussi, le 20 juin à Vancouver pour l'engagement que j'ai pris par un groupe de cinéastes féminines, Women in Film and Television. Et c'est aussi c'est la même approche de reconnaître l'engagement d'un homme qui a embrassé cette cause-là. Mais c'est le nouveau visage du féminisme. Ouais. Hein, je pense moi, que j'ai quand même la chance d'avoir une femme très, très forte. Puis j'ai 4 enfants, 3 filles. Wow. Alors, je suis entouré je suis dans un environnement qui est propice. Une situation similaire aussi. Comment? Avec une femme, je suis dans une situation similaire aussi. Avec une femme de tête et deux filles à la maison aussi. Donc, je suis entouré de femmes. C'est des très bonnes conditions préalables. C'est ça. Mais il reste que c'est un engagement constant qu'il faut nourrir. Ah oui, non, ça me revient. Quand j'ai été nommé, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des groupes clés de notre industrie à travers le pays. Puis à un moment donné, j'ai rencontré ce groupe de femmes de la Colombie-Britannique. Puis il y en a une qui me dit, ça fait 30 ans que je me bats pour ça. Puis ça fait 30 ans que les choses ne bougent pas. Puis là, je regardais, mais j'ai dit, ça devrait être la normalité. Puis pour moi, ça a été un déclencheur de poser un geste, parce que ces symboles-là peuvent... ce que notre premier ministre a fait, l'engagement qu'il a pris. Jean Charest, quand il était premier ministre, a eu un cabinet paritaire. Absolument, le premier ministre au Canada à avoir un cabinet paritaire. Puis j'ai écouté récemment une entrevue, il y a un livre qui a été écrit sur sa démarche que je veux lire pendant mes vacances, mais il racontait tout le travail préalable qu'il a dû accomplir pour y arriver, comment il a trouvé des candidates fortes dans des comtés où ils avaient une chance d'être élus et où il a vraiment tout préparé pour avoir des femmes propices à devenir membres de son cabinet. Alors, il y avait un plan, puis il est arrivé. C'était pas rien qu'il s'est levé un matin, puis je vais arriver à ça. Oui, il a fait un travail magistral. C'est vraiment quelque chose qu'on doit décortiquer parce qu'on doit l'appliquer pour arriver à des résultats. C'est important d'avoir des stratégies à cet égard-là. D'ailleurs, on a reçu Jean Charest au mois de septembre dernier à la gouvernance au féminin. Il était venu nous parler justement ce qu'il a mis en place, lui, à l'époque, en 2007. C'est vraiment un visionnaire. C'est ce que maintenant l'Ontario est en train de mettre en place. Kathleen Wynne, c'était partout dans les journaux. Ouais. L'Ontario va avoir la parité sur les sociétés d'État, les conseils d'administration des sociétés d'État. Mais nous, ici, on a ça depuis des années. En 2007, cette loi a été promulguée et en fait, on l'a atteint en 2011, la parité au Québec, 2011, peut-être même plus tôt que ça, au Québec, ce qui fait que ça fonctionne, ça démontre tout simplement que ça fonctionne. Il faudrait amener ça vraiment au conseil d'administration des sociétés cotées en bourse pour
avoir vraiment un impact plus global. Écoutez, le temps est venu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient très, très hâte de... Oh là là, voilà. Alors, on vous a consacré une demi-heure pour vos questions. On a très hâte d'interagir avec vous. Il y a un micro qui va se promener. Où est-ce qu'on va aller au micro? Oui. Les femmes d'abord. Non. Un homme, une femme, un homme, une femme. Égalité. Je vais vous laisser débattre de qui est la première personne. Est-ce que vous avez vu? Moi, je n'ai pas vu qui est la première personne. Merci. Allô? OK. Alors, on vous entend. Bonjour. Je m'assois. Je me présente. Je m'appelle Julia, j'habite à Toronto et je vais vous remercier d'être venue. Je suis sur le CA d'un centre francophone qui va en aide aux femmes. Alors, ça me parle beaucoup, le féminisme, le consentement. Mais j'avais une question pour vous, justement, pour comment engager les jeunes femmes et les jeunes hommes à la cause féministe, parce que j'ai participé à des parlements jeunesse, j'ai étudié en sciences sociales, et ce que je constate, c'est que c'est souvent dans ces événements-là ou dans ce domaine d'études-là, on va parler de féminisme, on va parler de consentement, mais il n'y a pas du tout d'hommes dans ces endroits-là. Et je trouve ça dommage, et j'ai l'impression que les hommes, surtout les jeunes hommes, se sentent vraiment désengagés de la cause féministe, ou s'ils se sentent engagés, ils demandent « OK, nous, qu'est-ce qu'on fait, les hommes? » Comme ils ont du mal à laisser les femmes parler. Et je veux savoir un peu vos pensées sur comment engager les hommes et même les jeunes femmes qui ne sont pas engagées par le féminisme. Bravo. Très bonne question. Qui veut répondre à cette question? Je peux répondre. Moi, ce que je fais justement dans les écoles, c'est d'essayer d'aller parler aux garçons pour qu'ils soient un peu plus conscients et un peu plus engagés dans cette cause-là, parce que moi, je vois vraiment une pertinence dans l'inclusion des hommes dans le combat féministe. Mais je pense que ce qu'on peut faire concrètement, en tant que gars, au quotidien, c'est vraiment d'en parler. Tout vient par le dialogue, par le dire quand il y a une situation de sexisme. Moi, je l'ai vécu récemment. J'ai entendu des commentaires sexistes. Je dis, dis pas des choses comme ça devant moi. C'est inapproprié. C'est de ne pas avoir peur de le dire. Et de se documenter également. Les garçons qui sont intéressés à ça, essayer de leur donner de la documentation, des livres. Moi, je lis beaucoup de billets de blog. Je suis des blogs qui parlent de féminisme, qui parlent de culture du viol. J'en échange avec d'autres féministes pour justement avoir plus d'informations. Je pense que c'est ça qui c'est difficile de dire aux garçons, soyez engagés là-dedans. Ça doit venir d'un engagement volontaire, mais s'ils en entendent parler, ça va peut-être les réveiller, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je vais dans les cégeps, c'est des garçons de 18 à 20 ans. C'est la première fois qu'ils entendent parler de féminisme et de culture du viol. Donc, il y a un problème aussi, on n'en parle pas assez, je crois. Et c'est ça revient à ce que je disais, ça devrait partir d'une éducation à l'école sur le sujet. Moi, j'aimerais porter mon expérience. Alors, premièrement, le féminisme est une parole qui n'est pas bien comprise du tout. Clairement. Clairement. Et, ouais. Il y a une autre question. Pour parler avec les jeunes, il faut utiliser leurs moyens de communication, justement, les blogs ou les vidéos. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne lisent plus sur l'Internet. Ils veulent les vidéos, tout court. Alors, une idée, porter des storytelling, raconter des histoires. Alors, des hommes qui sont engagés dans la cause et qui portent leur histoire. Alors, petit à petit, des petites vidéos. Changer une culture, c'est dur et ça prend du temps. Mais on va y arriver, je suis sûre. Petit à petit, patience, vidéo, histoire des femmes, problèmes et solutions. Une idée. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Steven Louis, je viens d'Haïti. Félicitations à chacun de vous pour votre engagement. Merci. La parité, je pense que ça rendra le monde meilleur. Avant de poser ma question, je voudrais d'abord faire une réponse à Aristote sur sa définition de la femme. Pour dire tout simplement que je définis la femme avec une seule chose, avec un seul mot, pour dire que la femme, c'est la vie.
Donc, c'est ma définition. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis aussi, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut donner le monde aux femmes. Voilà. Il faut enregistrer une vidéo de Louis, par exemple. Hein? Mais quelles ressources nous avons ici? Ma question arrive tout de suite. J'ai été touché surtout, je dis ça à ma collègue, par vos prises de parole coriaces. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est la pression psychologique, parce qu'à la base, je suis étudiant en psychologie à l'Université d'État d'Haïti. Et avant la publication de votre article sur l'agression de votre conjointe, j'ai envie de vous demander comment elle a vécu cette pression. Et après la publication, de voir qu'il y a des gens qui partagent son émotion, ce qu'elle a subi, est-ce qu'elle n'était pas perçue comme une sorte de thérapie, de décharge émotionnelle après la publication de votre article? Merci beaucoup. Oui, la publication du texte a permis de commencer la guérison. C'est ce qu'on me l'a déjà demandé souvent, en fait. Ma blonde, qui est une avocate, prof de droit, une femme avec des amis, avec une famille, avec des gens à qui parler de confiance, a vécu avec ce secret-là jusqu'à 35 ans. Ça parle fort, là. On voit que même une femme que tout pour elle ne vivait pas bien avec ça, elle vivait avec ce secret-là, avec une culpabilité en disant que c'est de sa faute parce qu'elle s'est déplacée pour aller voir le gars. Quand elle est arrivée à l'endroit, le gars lui a sauté dessus et est arrivé à l'agression sexuelle. Et elle a vécu en se disant que c'est de sa faute. Elle n'a pas parlé à ses parents parce qu'elle a pensé que ses parents allaient la blâmer et se sentir mal. Donc, elle a vécu avec cette culpabilité-là. Et la publication du texte, je crois qu'elle a accepté de le faire pour justement régler cette question-là et dire je vais en parler, mes proches vont le savoir, je vais pouvoir dialoguer, en parler et commencer à guérir. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, quand on en parle, elle s'est débarrassée de cette culpabilité-là. Elle sait maintenant que c'est un viol, que c'était pas de sa faute, que c'était à l'homme d'être sûr qu'elle était consentante à 100%. Mais avant la publication, ça a été difficile pour elle de vivre avec ça, vraiment. Donc, c'est pour montrer justement l'étendue du problème aussi, c'est-à-dire que si une femme comme ma blonde avait de la misère à en parler, il y a une culture du silence qui est incroyable. Parce que moi, j'ai publié le texte et j'ai reçu à peu près 500-600 messages sur ma page Facebook. C'était incroyable. Et la plupart de ces messages-là, c'est des filles qui se confiaient à moi, me racontant leur agression sexuelle, souvent de façon détaillée, en me disant « j'en ai parlé à mes proches, mais ils me disent que c'est pas une agression sexuelle parce que c'est mon conjoint, parce que je suis allé, j'étais dans son lit. Et on personne à qui parler, finalement, ils sont désemparés. Et donc, je vois que la culture du viol, c'est une culture du silence, parce que les femmes ne parlent pas, ne disent rien, se sentent coupables, et quand elles parlent, elles se font culpabiliser. Donc, ça m'a juste montré que le problème, c'était juste le bout du iceberg, finalement, tu sais, ce que je voyais. Donc, voilà. Bonjour, mon nom est Rim, je viens de l'Afrique du Nord et j'habite à Ottawa. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Ontario, Madame Caroline, puis je voudrais juste faire une parenthèse dans le sens que, par exemple, certains chiffres de l'Ontario, c'est que une femme sur 3 a subi une agression à caractère sexuel dans sa vie. Donc, si on regarde cette salle, peut-être genre le tiers ou plus des femmes présentes ici ont subi une agression. Et sur 10 000 cas d'agression, il y en a genre une centaine qui sont partagés. Il y en a 13 qui arrivent au poste de police et il y en a 3 qui passent en cours. Donc, vraiment pour dire, j'aimerais bien qu'on soit optimiste, mais ouf, il y a du travail à faire. Quand on voit ce qui s'est passé avec Gian Gomesci aussi, pour ceux qui ont suivi un petit peu les histoires ici au Canada, avec Gian Gomesci, qui est un animateur radio à la radio anglophone, CBC. Il y a eu... Bon, enfin là, c'était un cas un peu particulier parce que les victimes elles-mêmes se sont malheureusement mal positionnées et ont
apparemment cacher certaines choses ou amplifier d'autres, mais disons que c'est des histoires comme ça qui font que plus personne n'ose dire quoi que ce soit, parce qu'il faut être prête en tant que victime à être victime une deuxième fois. C'est-à-dire victime du regard des autres, victime de l'injustice. C'est difficile. Oui. Je pense qu'il y a le monsieur en bleu derrière vous qui, depuis tout à l'heure, Je démontre n'ai pas un posé ma enthousiasme. question. Excusez-moi, je pensais que vous vouliez partager des statistiques. Ah non, 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 c'est vous les experts, c'est pas moi. Ma question, en fait, j'ai parlé de ça parce que je voudrais parler de l'Ontario, puis ma question s'adresse aux messieurs, pardon madame. Dans un sens où, quand on parle de féminisme, on parle surtout de la femme, et dans un sens, quand un homme prend la parole par rapport au féminisme, comme on le voit même ici, dans ce discours, quand un homme dit qu'il est féministe, on dirait qu'il est genre posé sur un piédestal et on le remercie, on le je dis pas ça pour genre... Mais vous comprenez ce que je veux dire, Oui. genre l'acte de genre merci de valider ce que j'ai vécu, mais en même temps, comment on peut apprendre aux hommes d'être des féministes sans pour autant cacher la raison réelle du féminisme qui est de valoriser la femme et faire de nous des personnes égales. Puis juste une dernière parenthèse qui est aussi une question. Quand on a parlé, par exemple, du gouvernement de Trudeau ou du gouvernement de Kathleen Wynne en ce moment, de ce qu'elle fait, la charmante madame, vous ne trouvez pas que des fois, on utilise le féminisme comme ici, par exemple, entre guillemets, une stratégie politique et comment faire genre, pour différencier un féminisme qui est réel d'un féminisme qui est, disons, ostentatoire. Ouais. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec... Est-ce que... Je réponds. Je pense que toutes les démonstrations de tous les engagements, qu'ils soient, qu'on les qualifie de politiques ou pas, ça demeure des engagements. Alors, moi, je serais extrêmement prudent de commencer à qualifier est-ce qu'il est vraiment sincère ou pas, parce que ça fait avancer la cause. C'est sûr qu'on met... J'ai été mis sur un piédestal depuis quelques mois. Tout le monde, les journalistes me courent après. Je fais des entrevues, je fais tout. Mais je n'ai pas pris cet engagement-là pour avoir une position publique. J'ai pris cet engagement-là parce que je croyais à cette cause et à la faire avancer. Alors, il faut... moi, je pense que tout est bon. Tous les engagements sont essentiels. Et la contamination que ça a chez les hommes. Et puis, moi, j'aurais jamais pensé de me dire je suis féministe. Cette année, ça a commencé à y arriver. Mais ça fait réfléchir les gens. Ils se disent, ah bon, parce que là, on a su que des femmes n'étaient pas féministes. Là, pourquoi des femmes ne sont pas féministes? On a eu ça cette année. Ah, les femmes, on n'a pas besoin de quotas, on n'a pas besoin d'engagement parce qu'on va y arriver comme des hommes. Tout ça, pour moi, c'est... Du Conseil du statut de la femme. Ouais. Non, pas le non, la ministre de la condition féminine. Il faut être extrêmement... Oui. Moi, je pense qu'on perd des énergies à lancer des débats comme ça, et c'est vraiment l'engagement de tous pour faire avancer cette chose qui est naturelle qu'on doit, là où on doit mettre nos énergies. Ouais. Oui, je pense que ça vaut la peine de juste foncer. S'ils veulent Foncer, se positionner comme féministes, puis pas Tant se poser mieux. de questions. OK, parfait, c'est beau. Et puis, C'est acquis, on continue. Voilà. On continue. Oui. Ouais. Moi, je ne remettrai rien en question. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. On fait de notre mieux. Puis, il y a notre ami ici là, qui levait la main là, de façon énergique. On va répondre le plus de questions possible. OK, après, vous passerez au monsieur en chemise bleue, là, qui était un des premiers à lever la main, là. Donc, OK. Bonjour, merci pour votre contribution. Je pense que nous sommes tous bien fiers de vous et pour votre temps aussi. OK. Moi, je viens de Panama, je m'appelle Carla, j'étudie droit et sciences politiques. Et au Panama, nous avons la loi de la parité depuis 1999, janvier. Et cette même année, nous avons eu la première femme présidente. Et même quand nous avons des femmes dans des postes importants, l'ampliation du canal, la chef d'œuvre, c'était une femme.
Et nous avons plusieurs députés dans le Parlement maintenant, mais il y a toujours ces problèmes avec la définition de la femme latino-américaine, qui doit être une uber femme, la mère parfaite. Et si elle veut travailler, il doit aussi être la femme de ménage chez elle. Alors, c'est beaucoup de pression dans la femme latino-américaine parce que c'est une autre définition. Si elle n'est pas féminin, elle n'est pas une femme. Si elle n'a pas un aspect spécifique, elle n'est pas une bonne femme. Et même quand nous avons des exemples de pouvoir dans mon pays, et cette concept continue. Et comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Qu'est-ce que vous conseillez? Soraya, est-ce que tu réfléchis? Oui. Non, c'est une question... C'est une excellente question. Puis ce concept-là et cette idée-là est valide aussi en Amérique francophone ici. C'est-à-dire que la parité doit commencer par le faire dans l'intimité, dans les foyers, dans la répartition des tâches. Moi, j'ai un souci de ça depuis que je suis conscientisé là-dessus, qu'il y ait une parité dans la maison aussi, tu sais. Que ma blonde n'en fasse pas trop, qu'elle n'ait pas toute la pression, parce que c'est la réalité. Là, dans la majorité des foyers, la femme a beaucoup plus de pression que l'homme sur les épaules, de gérer les horaires, de gérer le ménage, de gérer ci, ça, à cause du paternalisme, à cause justement de ces idées préconçues-là. Donc, oui, la parité doit commencer par un souci dans l'intimité. Tu voulais ajouter quelque chose, Soraya, Oui. à ce point? Il y a l'image de la femme superwoman, qu'elle est parfaite dans tous les lieux où elle se trouve, au travail, chez elle, avec son mari, avec ses enfants. Quelle est la racine culturelle de ça? Il y a des recherches sur cette thématique. Ça s'appelle le marianisme. OK? Vous avez déjà entendu, tu as déjà entendu ce terme? Marianisme. La religion plus diffusée en Amérique latine, c'est la catholique, ok? Christianisme. L'image de la Vierge Marie, la perfection, ok? J'ai rien contre, hein, messieurs, madame, j'ai rien contre. Mais il y a cette image sur l'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est la femme? Alors, notre défi, c'est trouver mon identité en tant que femme unique, sans comparaison. OK? Chaque femme, c'est ça qu'on fait avec notre projet d'école de toi. C'est ton école, école pour toi. Toi, tu es unique, comme toutes les fleurs, toutes les choses, toutes les œuvres de la nature. Il n'y a pas une feuille, une fleur égale à l'autre. Toutes les fleurs ont son parfum. Alors, commencez à entrer dans l'amour de sa propre identité et pas dans un modèle. Ça, selon moi, c'est un des plus grands défis que nous avons en Amérique latine. OK? En fait, c'est un défi qui est un petit peu partout, parce qu'ici, on ne l'appelle peut-être pas le marianisme, on l'appelle Madame Parfaite. Et on dit aux femmes, arrêtez d'être Madame Parfaite parce que ça vous limite. Si vous voulez, par exemple, que les enfants aillent à l'école habillés parfaitement bien, donc vous êtes celle qui va déposer le matin à la garderie parce qu'il faut que les chaussettes aillent avec le bonnet, non, let it go. Si vous voulez que les hommes s'impliquent à la maison, il faut accepter sa façon à lui de faire un macaroni au fromage. Voilà. Alors, je pense que maintenant, enfin, monsieur a le micro, on attend sa question. Voilà. Et finalement. De la pression. Merci tout le monde, bonjour. Je suis Calervin Jean-Pierre, je viens d'Haïti. Je vous complimente pour votre engagement pour qu'il y ait une société plus juste, plus égalitaire. Moi, je comprends très bien l'idéalisme du féminisme pour l'humanisme. C'est extraordinaire. Je n'ai pas d'objection ni de problème avec ça. Cependant, je me questionne toujours sur la véritable, comment dire ça, impact sur une société, le mouvement féminisme. Puisque, Madame Soraya, vous avez dit tout à l'heure, il y a 5 millions de filles qui ne peuvent pas étudier à cause de la radicalisation. Est-ce que c'est parce que ce sont des filles ou est-ce que c'est un problème de société, un problème politique ou autre? Est-ce que finalement, on ne devrait pas interagir plutôt
aux questions sociales, questions de sécurité. La culture du viol, c'est peut-être une question de sécurité. Est-ce que c'est parce que c'est des femmes, des filles qui fait qu'elles subissent souvent? Et vous avez dit aussi, par rapport à la question d'estime de soi, il faut pouvoir se convaincre soi-même, se contrôler en vue de convaincre l'autre. Et il y a aussi une question qui me dérange, par exemple, que je ne comprends pas très bien, peut-être que vous pourrez m'éclairer, la question de quota, par exemple. Dans mon pays, en Haïti, on exige qu'il y ait un quota de 30% de femmes dans l'administration publique. Même dans les partis politiques, si vous voulez inscrire aux élections, il faut qu'il y ait 30% de femmes. Est-ce que le fait même qu'on exige qu'il y ait 30%, ce n'est pas une sorte de discrimination? S'il peut y avoir que des femmes, que des femmes aillent aux élections, s'il peut y avoir 100% de femmes dans l'administration publique, qu'il y a 100% de femmes, pourquoi exige-t-on qu'il y ait un quota pour que... À mon avis, ça veut dire que les femmes, il faut leur faire des faveurs, elles peuvent pas. Donc, moi, je pense que... je ne sais pas, je me questionne. Vous permettez que je réponde à ça, la question des quotas, parce qu'elle est vraiment importante. Mais je vais vous répondre pourquoi des quotas. Alors, est-ce que c'est pour faire une faveur à la femme? Non. Dans la mesure où on s'entend, en tant que société, qu'on se renforce collectivement en ayant la parité, que la complémentarité des talents hommes-femmes fait que notre société va être plus florissante, fait que nos entreprises vont mieux performer financièrement, et c'est démontré, d'accord? Donc, dans les entreprises ou dans les organes décisionnels, il y a plus de femmes, c'est des entreprises qui vont mieux financer économiquement, qui s'en tirent mieux. Moi, je vis au Québec, j'aimerais que l'économie québécoise soit renforcée. D'accord? On me dit qu'il y a 85% d'hommes dans les conseils d'administration. Là, je dis, attendez, puisque de s'approcher d'un 40% va avoir un impact positif, et puisqu'on n'est pas en train d'y arriver tout seul naturellement, est-ce qu'on peut forcer la donne? Et forcer la donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire obliger ces hommes à réfléchir sur, pas juste dire, j'ai cherché des femmes, mais je n'ai pas trouvé. Là, tu es obligé. Là, tu n'as plus le choix. Tout d'un coup, ils les trouvent. Et ils mettent en place, si on prend le côté du monde corporatif, ils mettent en place des politiques pour prendre ces femmes qui arrivent de l'université, qui commencent à avancer dans leur carrière, et mettre en place des politiques qui vont faciliter leur accession à des postes décisionnels, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils commencent un pipeline de femmes talentueuses pour les amener vers là. Donc c'est pour ça, j'aimerais tellement vous dire, au diable les quotas, on va y arriver toute seule. Parce que moi, je suis une de ces femmes fortes qu'on décrivait tout à l'heure. Moi, j'y suis arrivée. Moi, je suis vice-présidente exécutive d'une entreprise. Mais moi, je vois ce qui se passe autour de moi et je vois les femmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. C'est pas la fin du monde. Il faut le leur donner. Est-ce que c'est par des quotas? Alors, je dis oui, allons-y. Regardez la preuve, la France. 34%, on est à 15,9%. Ils ont mis une loi. Tout d'un coup, les femmes françaises sont propulsées. L'économie va mieux se porter. C'est pour ça. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à votre questionnement. Il y a la dame en rose, là, la jeune femme en rose, qui est aussi très énergique depuis tout à l'heure. Elle va avoir une crampe à la main. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jeff, je suis d'origine des États-Unis et comme nous savons, nous avons plusieurs problèmes. Donc, je veux vous remercier. Merci pour vos paroles et pour vos pensées. Donc, nous savons tous que le féminisme est toujours en train d'évoluer. Et donc, la question que j'ai à poser est la suivante, et c'est une question qui me tient beaucoup au cœur. Quels sont des efforts, des étapes que les féministes peuvent faire pour inclure et écouter les voix des femmes de couleur? Moi, je connais. Tout à fait. Moi, chez nous, notre programmation doit répondre à la... S'il vous plaît. Notre programmation doit représenter la mosaïque de la diversité canadienne, et autant dans les créateurs qui le font que dans les sujets qu'on traite.
Alors, la place des femmes de couleur est essentielle. Ça fait partie de l'écosystème dont on a besoin pour être représentatif de ce qu'est le Canada et qu'on ne soit pas seulement un point de vue de blanc dans une perspective d'une société qui est diverse maintenant. Et je dirais noire ou d'origine toutes origines, arabe ouais, ou enfin multiculturelle. Et je ne suis pas certaine que Radio-Canada soit le meilleur exemple en général de multiculturalisme. Quand on voit les personnes qui présentent les nouvelles, les personnes qui viennent commenter, etc., je pense qu'il y a un effort à faire. C'est un excellent point, mais ça fait du bien de savoir qu'à l'ONF, ça fait partie des... Récemment, au plus grand festival de documentaire, un des plus grands du monde, qui est le Festival Hot Docs qui avait lieu à Toronto. On avait 4 longs métrages qui étaient en vedette et ils étaient réalisés par des femmes et des femmes issues de la diversité. Alors, c'était quand même assez... au niveau de la représentativité de nos œuvres puis des points de vue, on était vraiment au plein registre. Je pense que c'est des exemples aussi qu'on doit pouvoir donner parce que c'est des exemples inspirants. Moi, je dis toujours, quand je parle de féminisme et de nécessité d'avoir plus de femmes dans les conseils d'administration pour, d'une part, représenter la société et d'autre part, renforcer l'économie de cette entreprise, je dis aussi qu'il faut amener le discours plus loin et qu'il faut avoir de la représentation des gens issus de l'immigration, évidemment, puisque le Québec est largement fondé là-dessus, et des jeunes. Là aussi, les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, la moyenne d'âge, c'est pas loin de 60 ans. Et alors, le numérique, etc., ça leur passe 4 pieds au-dessus de la tête, ils ne suivent pas. Donc, est-ce qu'on a un autre point là-dessus ou Oui. Tu veux rajouter? Mon rêve, ton nom c'est? Jeff. Mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse arriver et parler juste comme être humain. Pas des féminismes, pas des couleurs. Nous avons encore un chemin, OK, mais on arrivera. Et je me souviens... On veut ça. On veut ça. Et on va y arriver. J'ai une élève à l'université, je suis prof à l'université, Jeff. Et il y en a au Brésil des quotas, mais pas juste pour les femmes, des quotas pour entrer à l'université. Moi, avant, tu sais, mon opinion, j'étais contre. Parce qu'à la fin, tout le monde a les opportunités. Quand j'ai vu la réalité, cette élève, elle a pris 10 ans pour réussir à finir l'université. Elle vient de conclure ses études parce qu'elle n'avait pas d'argent et moyens de payer ses études. C'était la meilleure élève que j'ai eue, le meilleur travail de conclusion. Elle est noire, elle est pauvre, et maintenant, elle a plusieurs occasions et elle va commencer à travailler avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donner de la voix. Storytelling, je répète sur ça. Porter des exemples des femmes noires qui sont arrivées au Brésil. Il y a plusieurs cas et elles commencent à dire qu'est-ce qu'elles ont fait. Mais j'en suis sûre, avant de ma mort, donc 60, 70 ans, 10 ans, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici, dans ma mission de vie. J'en suis sûre qu'on va être juste en parlant des êtres humains. OK, c'est ça. Bravo. C'est un beau rêve, Soraya. Alors, je dois dire merci d'abord aux intervenants pour une si belle prestation. Deuxièmement, je vais rebondir justement sur 3 petites choses et poser la question rapidement. Ma première chose, c'est que, à mon avis, le plus grand défi du féminisme aujourd'hui et de la parité, c'est de faire comprendre aux femmes la pertinence du féminisme dans leur quotidien. C'est ça le grand problème, le grand défi, mais pas dans une logique de renversement de la vapeur qui tend plus vers l'androgynie. C'est ça aussi le grand problème, parce que quand les hommes se sentent menacés par un féminisme qui est, je peux dire, agaçant, qui est un petit peu plus fonceur, agressif, ils se montrent un peu en défenseur contre cette forme de féminisme. Ensuite, pour moi, il faudrait réconcilier l'homme avec la femme, mais pas dresser la femme contre l'homme dans ce féminisme. Non. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est ce qu'on vit, par exemple, en Haïti. C'est la raison pour laquelle je le mentionne. La deuxième chose, pour moi aussi, il manque aussi, pas seulement des femmes compétentes dans ce monde, mais des femmes qui osent. Parce que le plus souvent, on a des femmes compétentes, mais qui ont peur d'elles-mêmes, qui ont peur d'oser, qui ont peur d'avancer.
des femmes qui soient assez sûres d'elles-mêmes. La troisième chose aussi pour moi, c'est les affaires de concours de beauté que vous avez mentionnées plus tôt dans cette discussion où il y avait des femmes de plus en plus botoxées, comme on dit. Pour moi, les concours de beauté viennent parasiter un peu la cause féministe. Ça veut dire que ça va dans un sens perverti de la cause féministe. Moi, j'aurais rêvé d'une réplique, par exemple, d'un bon concours pas de concours de beauté, mais où on valorise ce qui est à l'intérieur de la tête des femmes, mais pas sur des critères physiques et biologiques. Parce que les Miss, ce sont des représentantes nationales et ce sont le plus souvent l'image qui est vendue dans toutes les communautés. La fille, elle se rêve en Miss, etc. Et son physique est plus important que ce qu'il y a dans sa tête. Maintenant, ma question sur le quota, parce que je vais finir rapidement. Aujourd'hui, en Haïti, nous vivons une situation, je peux dire, qui n'est pas peut-être trop différente des autres pays, mais c'est plus grave encore en Haïti. Nous avons un parlement mâle, comprenez-le dans les deux sens du terme, M-A, accent circonflexe, L-E, M-A-L. Parce que c'est un parlement 100% masculin. La législature précédente, il y avait eu 5 femmes. Dans cette législature, il n'y a pas une femme qui soit élue. On a 119, par exemple, 92 députés, 22 sénateurs, tous mâles. Maintenant, mon problème avec le quota, moi je ne peux pas dire que le quota n'est pas important, parce que quand même ça donne une impulsion. Ça relance la dynamique qu'il y a une place qui est créée. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte de briser la glace et d'y être. Il faut foncer et défoncer. C'est pas pour une raison quelconque qu'on est noir. Il faut foncer et défoncer les portes. Maintenant, est-ce que d'après vous, dans le quota, je ne peux pas dire qu'on doit l'éliminer parce que moi je suis pour le quota, mais à mon avis, le quota n'est pas suffisant. Est-ce que d'après vous, comme le monsieur tout à l'heure il a parlé de quota, il ne faudrait pas outiller la femme? Outiller la femme pour la vie politique, outiller la femme pour la vie communautaire, outiller la femme pour la vie professionnelle. Merci. C'est sûr. Vous répondez? Oui. Non, mais c'est... J'ai une question à vous poser, à te poser. Tu n'aimerais pas être une politicienne dans ton pays? Bien sûr que oui, et je le fais déjà. Allez, gars, elle est incroyable. Normalement, c'est une militance que je fais déjà, parce que actuellement, je fais une maîtrise en sciences politiques ici à l'Université de Montréal, mais personnellement, ma mère et moi, on avait déjà commencé la militance au féminin. Dans notre église surtout, où on a été objet d'insultes, de menaces, parce que dans les églises protestantes surtout en Haïti, la logique est que vous êtes femme, même quand vous êtes menacée, même quand vous êtes battue, même quand vous n'avez pas une voix dans votre foyer, vous êtes en quelque sorte prise en sandwich, par exemple, entre l'évangile qui dit que vous ne pouvez pas divorcer, etc. Ça veut dire que même quand ça va mal, j'y suis, j'y reste. Donc, il a fallu voir comment on peut renverser les tendances, les mentalités pour faire comprendre à l'homme que la femme est complémentaire à lui, que la femme est utile à lui, qu'il faut un respect de la femme. Le respect, ça va dans les deux sens. Et deuxièmement, on le fait chez nous parce que ma mère a été éducatrice, maintenant elle est pensionnaire. Et nous, on prend les gens du quartier, les femmes, on fait une école du soir, d'après-midi, on les apprend à lire, à écrire parce que quand la femme ne peut pas signer un contrat de travail, quand la femme ne peut pas compter son argent, il ne peut pas faire un business. Et s'il ne peut pas monter un petit business, il ne peut pas faire du commerce, il ne peut pas être indépendant, il ne peut pas être autonome, il sera toujours subsidiaire de l'homme. Et pour nous, ça a commencé par là. Parce que tu inspires. Et, tu sais, les premières femmes qui ont... Nous sommes ici parce que plusieurs femmes ont été tuées pour la cause féministe. OK? Alors, les premiers qui construisent le chemin, et c'est plus dur, bien sûr, je vois en toi beaucoup de force. Et tu as des personnes qui peuvent te protéger ici, des hommes très sensibles. Alors, le changement commence par nous. S'il n'y a pas encore des quotas, c'est nous. Le Brésil aussi, le chaos politique est énorme. Mais si je garde ça, je ne travaille plus. Alors, c'est que je vois en toi, ensemble, on peut changer. Avec ton exemple, porte de l'inspiration à les filles.
petit à petit, on peut commencer à changer. Parce que si on attend toujours la politique et tout ça, ça ne marche pas. Et une des premières femmes politiques au Brésil était femme noire. Elle a beaucoup souffert, mais maintenant, nous n'avons plus de femmes en politique. Alors, je t'encourage. Je veux juste ajouter, quand tu parles de former les femmes, je suis entièrement d'accord, c'est nécessaire. Pendant que tu es à Montréal, peut-être que tu peux prendre contact avec un groupe qui s'appelle Groupe Femmes, Politique et Démocratie. Ils sont basés à Québec, mais tu peux trouver toute l'information en ligne. Ce groupe fait justement de la formation. Moi, j'ai participé à une de leurs formations il y a quelques années. C'est de la formation vraiment concrète sur comment on se lance en politique, qu'est-ce que ça veut dire que d'être en politique, de quoi ça a l'air une journée de femmes en politique. Alors peut-être que c'est des idées que tu peux ramener en Haïti pour lancer quelque chose. Parce que des fois, il faut aussi se dire, tu sembles avoir beaucoup de leadership toi-même, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi ça manque? Pourquoi personne ne fait quelque chose? Moi, je vais faire quelque chose. Alors moi, c'est comme ça que j'ai lancé la gouvernance au féminin. En 2010, je disais, OK, les femmes qui veulent siéger sur des conseils d'administration, elles vont où pour trouver l'information qu'il leur faut? Elles vont où pour avancer, pour réseauter, pour s'inspirer? Nulle part. Ben, je vais le créer. Alors, c'est quelque chose que tu peux lancer toi-même. C'est ça. Est-ce qu'on prend une toute dernière question? La toute dernière question. Oh my God. Je vais clore la conversation. Oups, ça me met de la pression. Quelque chose de fort, là. Bon, en fait, je suis Claire Fallon Barbara Franqueur, originaire d'Haïti, mais je vis ici. Présentement, je siège sur un conseil d'administration de 13 personnes. Nous sommes que 4 femmes. En plus, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'économie des jeunes. C'est le conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Ah, beaucoup d'amis, moi, là-bas. Oui. Haïti represent. Yes! Donc, toute jeune, moi, j'ai été confrontée à ce problème de féminisme, ce problème de femmes. Antérieurement, j'étais jeune députée à 16 ans au Parlement jeunesse en Haïti. Puis à 19 ans, j'étais jeune sénateur. Mais à 18 ans, j'ai fait une expérience vraiment particulière. J'ai eu à présider la commission à la condition féminine en Haïti. Et dans le terme de cette expérience-là, j'avais à travailler avec un organisme dans ma ville natale, à Saint-Marc, qui fait la prévention de la maladie du sida, du VIH-sida. Et j'ai été surprise de constater que des enfants, parce que chez nous, en Haïti, à 12-14 ans, tu es encore enfant, des enfants, des jeunes filles entre 14 et 18 ans qui ont attrapé le VIH-sida suite à des agressions sexuelles et des fois de leur propre père. Donc, ça m'a tellement choquée que on dirait que toute adolescente, j'ai grandi avec ça. Même ici, j'ai continué, malgré que je vis au Québec, j'ai continué avec ça. C'est comme un poids que je porte, malgré que ce n'est pas moi qui ai subi l'agression, mais je porte ça encore en moi. Arrivée ici au Québec, j'ai eu à refaire cette expérience, mais dans un autre contexte. Premièrement, d'être noire, issue d'une minorité. Deuxièmement, d'être femme. Et aussi présentement d'être sur un conseil d'administration. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que la femme, on a toute une sorte de qualificatif qui vient avec, qualité moindre, la non-reconnaissance des compétences. On est émotive. On nous prend pour des personnes émotives, incapables de prendre des décisions fermes et de les tenir. On nous prend comme étant de ne pas être à la hauteur. Et j'ai vu que les femmes, elles incarnent ces qualificatifs-là. Donc, on vient avec toute une sorte de peur, même si le poste est vacant, on a peur de poser notre candidature parce qu'on a peur de comment est-ce qu'on va me percevoir, même si j'ai les capacités pour, mais j'ai peur d'y foncer parce que je sais que je vais être confrontée à un homme et déjà, je sais tout ce qui est dans la tête de cette personne-là. Et deuxièmement, le plus dur dans tout ça, c'est que dans la fonction publique et sur les conseils d'administration surtout, je me demande, c'est quoi la politique que les gouvernements mettent en place? Parce qu'en étant femme, inévitablement, on va avoir à enfanter. Il y a le congé de maternité qui vient avec ça.
Et ça aussi, c'est un autre handicap qui empêche que les femmes aient des postes de décision, des postes comme, par exemple, d'être présidente ou vice-présidente d'un conseil d'administration, parce qu'on sait qu'elle va peut-être partir pour 1 an ou 2 ans et demi, mais par rapport à un homme qui va être là, on va préférer de choisir l'homme que de choisir la femme. Mais c'est quel encadrement? Est-ce que être femme, mère et femme de carrière, comment est-ce qu'on peut détacher ces 2 carrières-là? Ou est-ce que ces 2 choses peuvent cohabiter à l'intérieur d'une même personne? Comment est-ce qu'une femme de carrière va arriver... C'est une demi-heure de réponse, là, hein, ta question? Parce que il y a tellement d'éléments. Il y a tellement de choses je que réfléchis à tout ce que tu demandes. Je me dis, ah, ça, c'est 10 minutes de réponse, ça, c'est 12 minutes. Il y a tellement de choses que je vis présentement en tant que femme sur un conseil d'administration que des fois, je me demande, waouh, est-ce que je vais y arriver? Mais en même temps, il y a cette petite voix en moi qui me dit, tu ne dois pas lâcher parce que toi, tu es en avant, les autres doivent te suivre. Tu ne dois pas lâcher, que ce soit seule ou avec quelques autres femmes, tu dois y arriver. Mais moi, je me demande, qu'est-ce que les gouvernements ont présentement en place au Québec pour ça? Parce que j'ai beau fouiller, j'ai beau chercher et j'en ai pas trouvé. OK, vous me permettez de répondre Oui. rapidement? Je vais essayer de synthétiser, mais il y a tellement de matière dans ta question, elle est très longue, mais il y a plusieurs points que je veux couvrir. Je vais commencer par ton dernier point, qui est le plus important à mon avis, qui est celui de est-ce qu'on peut être une mère de famille et une femme de carrière, d'accord? J'en suis un exemple ici devant toi, moi en plus monoparental. Alors, ouais. Alors ça c'est important, puis j'en parle, pas par le plaisir de parler de moi, mais par plaisir d'inspirer et de dire, j'ai élevé mes enfants depuis qu'ils ont 7 et 9 ans. Ils en ont maintenant 19 et 21. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Depuis qu'ils ont 7 et 9 ans. Leur père vit en France, donc c'est même pas qu'ils font une semaine, d'accord? C'est monoparental à fond, OK? Le choix que j'ai fait à ce moment-là, c'est de dire, OK, moi, je suis très impliquée dans la société, je siège sur plein de conseils, je fais beaucoup de bénévolat. Est-ce que je lâche tout et je reste à la maison avec eux? C'est pas génial pour ma carrière. Non. Je les emmène, ils vont apprendre. Allez, à l'Armée du Salut, chez Enfants Retour, au Bal de la Jonquille, Société canadienne du cancer. Puis là, c'est les 2 jeunes, 19-21 ans, tout le monde les connaît. Parce qu'ils sont dans tous les événements. Maintenant, eux-mêmes, ils montent des événements pour la charité. Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'est un choix. Bon, ils avaient 7 et 9 ans, ils n'avaient pas non plus 12 mois et 18 mois. Bon, pour revenir à ta question par rapport à faire des choix, de dire, je vais prendre l'homme parce que lui, il ne va pas partir accoucher pendant 1 an et demi, 2 ans et demi, etc. Mais nous, en tant que femmes, alors je dis ça avec un grain de sel, chacune vit sa vie comme elle l'entend. Mais celle qui aspire à être présidente et vice-présidente, est-ce qu'elle va partir 2 ans et demi? Non. La réponse est non. Alors, à la fin de la journée, la politique et les gouvernements, ils ont un rôle à jouer, mais individuellement. En tant que choix, en tant que femme, si je veux dire que Claude et moi, on est en compétition pour le même poste, mais que moi, je vais m'absenter 2 ans et demi dans ma carrière, c'est certain que Claude aurait une longueur d'avance que moi, ou n'importe quel homme, d'accord? C'est normal, parce que sinon, ce serait quand même injuste envers eux que moi, je m'absente 2 ans et demi et qu'eux doivent attendre que je revienne pour que moi, j'ai la promotion. Donc, c'est difficile comme choix. Moi, j'ai pris 5 mois de congé de maternité à chaque fois. C'était mon choix. Certains disent, mais elle est folle, c'est des temps qui reviendront jamais, etc. Je me suis fait beaucoup critiquer. Quand j'ai divorcé et que j'ai élevé mes enfants seuls et que je les amenais sur des conseils d'administration à du bénévolat, des gens, évidemment que les gens critiquent. Si tu fais rien, tu ne seras pas critiqué. Mais si tu fais quelque chose, les gens vont dire, oh, ces pauvres enfants, etc. Mais aujourd'hui, moi, mon fils, il a 19 ans, il travaille à la Banque Royale, il fait ses études en business. Ma fille, elle termine ses études de droit à 21 ans. Mais voilà, la preuve est dans le pudding. Moi, c'est ce que je dis. Et ce n'est pas le plus important, ça. Le plus important, c'est tout ce qu'ils font pour la communauté. Merci. C'est qu'ils sont à la Société canadienne du cancer, à l'Armée du Salut, à Enfants Retour. C'est ça le plus important. C'est qu'ils ont grandi avec des valeurs, un grand cœur. L'humanitaire est au centre de leurs préoccupations. Évidemment, le féminisme, mon fils comme ma fille, ça c'est évident. Donc, il n'y a pas de recette magique. Il y a des femmes qui font les choses avec leur cœur et ne pas attendre qu'est-ce que le gouvernement va faire. Par contre, je vais vous dire que le gouvernement du Québec a mis en place beaucoup de choses pour
aider les femmes à retourner au travail. La garderie à 5 $ est un excellent exemple. Et on est une des seules sociétés au monde, à ma connaissance, qui offre ça. Donc ça, moi, je dis bravo, même si c'était même pas le parti pour lequel je suis qui l'a mis en place, je dis bravo au PQ d'avoir mis ça en place. Mais par la suite, on donne un an de congé maternité. Ça aussi, c'est inconnu. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde, à ma connaissance, qui donne un an. Je ne suis pas sûre qu'on rende service aux femmes en faisant ça, par contre. Le congé parental, où on dit, le papa, tu veux prendre toi 6 mois et elle 6 mois, vas-y, pour permettre à maman de retourner au travail, ça, je dis bravo. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Et juste pour terminer rapidement, parce que leur fil, il y a 2 mots que tu as utilisés qui sont très importants dans le début de ton discours, qui étaient par rapport à, tu disais, on dit que les femmes, elles sont émotives et qu'elles ne savent pas prendre de décision. Moi, ce que je dis, c'est que les femmes ont une intelligence émotionnelle, un quotient d'intelligence émotionnelle hors norme, qui fait d'elles des leaders extraordinaires, et que les décisions, elles les prennent de manière collective. Elles ont une approche démocratique qui fait que leurs équipes les suivent et les soutiennent et les font avancer. Et honnêtement, ça, c'est du leadership. J'avais une autre question. Mais je sais que l'heure file. On n'aura pas le temps. Je vais aller on va pouvoir se parler après, d'accord? On va se parler après. Il va falloir qu'on conclue parce que l'heure tourne. Je vais juste vous laisser une note que j'ai laissé des pamphlets de la gouvernance au féminin si quelqu'un est intéressé. Rejoignez-nous en ligne. Il y a 26 000 personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tout le monde aujourd'hui? Et vraiment un énorme merci à vous tous. Corias, tu veux juste un mot de conclusion? Oui, j'aimerais juste vous remercier. Chanter? Non. Je ne suis pas ici pour ça. Si vous voulez me voir chanter, vous pouvez venir me voir en conclusion spectacle. rappée. Une conclusion rappée. C'est ça, une conclusion rappée. Non. Mais j'aimerais juste dire que pour moi, ça a été très inspirant de vous entendre. Je vous aurais écouté parler pendant des heures, tous et toutes et tous. Et que vous entendre parler aussi me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, beaucoup d'espoir, et que c'est très motivant. Donc, c'est mon mot de la fin. Voilà. Très inspirant. Oui, vraiment. Merci à vous tous. Si Corias ne chante pas, moi j'aimerais chanter. La femme est l'avenir de l'homme. Il y a une chanson française qui dit ça. Moi, je changerais pour la femme et l'avenir de l'humanité. Et je vous conseille, allez sur les librairies ici et trouvez des écrivains québécois. Il y a des choses très, très riches qui parlent sur la question de la femme. Et je vous conseille, Jean-Paul Marchand est un écrivain d'ici, Jean-Paul Marchand. Et le nom de son livre, c'est justement La femme et l'avenir de l'homme. C'est un livre très clair, très simple et qui porte toute la question historique et un peu poétique aussi. Alors, juste une question culturelle et conseil. Les gars, nous sommes ensemble, je vous aime. À la prochaine. Alors, Corias, Soraya, Claude, un gros merci et une belle main d'applaudissements. Merci. Juste un petit instant avant qu'on aille au dîner. Nous avons simplement un petit cadeau à remettre à nos invités. Merci beaucoup. Alors, en guise d'appréciation de la part du Centre de la francophonie des Amériques. Voilà. Et vous allez rester avec nous pour qu'on puisse prendre une photo aussi. Et pour le dîner? Oui, juste pour vous laisser savoir qu'on est en retard un petit peu pour le dîner, que les gens nous attendent. Fait que je vous invite à vous rendre le plus vite possible pour le dîner. Sinon, ça va fermer.